Il est pile 8h30. Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous accueillons Yves-Marie Salin-Debré, qui est responsable de la vie associative à Diwan. Il est avec nous en direct en studio. Il est venu de loin pour être ce matin dans la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour, des maths dehors. Ah, ben alors là, vous allez me le faire en breton, mais alors moi, je suis pas bretonnant, mais c'est très bien, la langue bretonne, on en parle et on l'entend sur Bretagne 5, avec Michel Puisiac, c'était le cas tout à l'heure. Alors, Yves-Marie Salin-Debré, vous êtes au micro de la matinale ce matin pour parler évidemment de la langue bretonne, parce qu'on en parle beaucoup, et plus précisément de son enseignement avec Diwan, c'est Diwan, hein, Diwan, oui, on tout le à dit fait. comme ça. Diwan, donc, qui est le réseau d'enseignement de la langue bretonne. Est-ce qu'on peut dire deux mots de Diwan pour commencer? Oui, tout à fait. Donc c'est un réseau en fait associatif d'écoles, donc qui a été créé en 1977, donc il y a 45 ans. Au départ, c'était une volonté en fait de famille de transmettre la langue bretonne. Donc il peut y avoir la transmission familiale, mais on sait que le milieu scolaire est aussi un milieu où les enfants passent beaucoup de temps, où ils apprennent beaucoup de choses. Et donc face à l'absence en fait d'offres à l'époque autour de la transmission de la langue bretonne, des familles ont voulu se saisir du sujet en se disant l'État ne fait pas ce qu'il faut, l'État n'assure pas la transmission de la langue bretonne dans l'école, et donc on crée, on va dire, un réseau d'écoles progressivement qui s'étoffe et qui se développe, et c'est uniquement après, dans un second temps, que les pouvoirs publics ont créé les filières bilingues dans l'école publique, et puis que après l'enseignement catholique a également pris le même chemin en créant des filières bilingues. Mais donc voilà, au départ, Diwan, c'est né de cette nécessité, du constat d'une nécessité de se prendre en main pour avancer sur le sujet de la transmission de la langue bretonne, et donc faute de mieux, de le faire soi-même. Alors on le voit, l'enseignement du breton, c'est pas simple. Il y a des hauts et des bas, c'est un peu chaotique. Parfois, on voit souvent apparaître dans la presse des articles concernant Diwan, et on en a vu assez récemment parce que, le gouvernement français, l'État français, le ministère de l'Éducation n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Non, tout à fait. C'est-à-dire que depuis 1977, ça a été un chemin tumultueux parce que justement, ça s'est fait à partir d'une idée de départ. Et on va dire l'idée a prédominé sur le reste, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas soucié des conséquences ou du cadre. C'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on rencontre les embûches, et où qu'on nous met des embûches sur la route. Parce qu'il faut rappeler, donc c'est des écoles associatives et qui ont choisi aussi une méthode qui est différente on pourrait se dire, maintenant qu'il y a l'enseignement public bilingue et l'enseignement privé catholique qui est bilingue, pourquoi Diwan continue d'exister? Et en fait, Diwan a une spécificité, c'est que le choix a été fait d'avoir un enseignement dit immersif. Et donc, qu'est-ce que veut dire un enseignement immersif? C'est de se dire que pendant l'ensemble du temps de présence de l'enfant dans l'école, dans le collège ou au lycée, la langue de l'école et des cours, c'est la langue bretonne. Donc, c'est-à-dire qu'on a les matières où la transmission se fait en langue bretonne, mais également la vie de l'école, sur le temps périscolaire, pendant la garderie, à la cantine, c'est également la langue bretonne. Et donc, dans les débats, on va dire, qui sont un peu... qui nous animent en ce moment, ou la situation que l'on rencontre en ce moment, c'est la crispation se fait autour de cette notion-là, avec une approche probablement... un peu idéologique du côté soit du Conseil constitutionnel ou bien de l'État à Paris, une approche très idéologique sur le sujet, alors que nous, à Diwan, on n'est pas du tout sur un aspect idéologique, on est sur une volonté de préservation de la langue bretonne et de transmission de la langue bretonne, avec un constat simple. Aujourd'hui, dans la société, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, la langue française est quand même dominante, et donc pour transmettre une langue, on sait que la méthode efficace, c'est l'immersion. Quand vous faites un voyage linguistique en Espagne, en Angleterre ou n'importe où, vous êtes en immersion. Et c'est là que vous apprenez le mieux la langue bretonne. Et donc, à défaut de pouvoir s'immerger, on va dire, dans la langue bretonne, dans la société, la volonté a été de faire que l'école, ce soit un moment d'immersion. Et c'est une méthode pédagogique, ni plus ni moins, et qui a prouvé son efficacité avec... on peut regarder les résultats qu'obtiennent les élèves
au niveau du baccalauréat ou du brevet. Ils sont aussi bons, voire meilleurs, on va dire, que les moyennes nationales ou bretonnes. Et sur le niveau de maîtrise de langue française et de la langue bretonne, c'est également des excellents résultats. Et donc, en face de nous, on a une approche idéologique sur un sujet qui, pour nous, est uniquement une volonté, on va dire, de transmission d'une langue avec un outil pédagogique qui a été défini et qui est efficace. Alors justement, on a vu cette loi Molac, Paul Molac est venu à ce micro en parler, la défendre même, qui a été finalement adoptée, et puis retoquée justement avec cette partie de l'enseignement immersif par le Conseil constitutionnel. Est-ce que pour vous ça a été un recul? Est-ce que ça a été aussi, pardonnez-moi du terme, une claque? Ça a été un peu les deux. On sait de longue date, si on fait un peu d'histoire, on sait qu'au début des années 2000, il était question d'intégrer les écoles Diwan au service public de l'éducation, avec déjà une censure du Conseil constitutionnel de la loi qui avait cette vocation. Donc on connaît l'hostilité. Après voilà, ce qui est intéressant avec la loi portée par Paul Molac, c'est qu'elle vise à créer du droit autour de cette question. Aujourd'hui, si on regarde le droit français en matière de langue régionale, on a assez peu de choses. Donc, il y a eu une modification de la Constitution en 2008, de mémoire, qui avait introduit les langues régionales au titre du patrimoine dans la Constitution. Mais la lecture de la Constitution fait que c'est un article qui arrive assez tard dans la Constitution, avec un article 2 qui stipule que la langue de la République est le français. Et donc, cet ajout, en fait, a été considéré soit c'est un ajout, mais qui n'amenait pas des droits pour les locuteurs. Et donc l'idée, c'était de continuer dans cette voie-là et de créer du droit, c'est-à-dire de créer un cadre. Parce qu'on a beaucoup de choses aujourd'hui en Bretagne qui se font, et c'est très bien, mais des fois un peu sans cadre ou avec un cadre flou. Là, l'idée de la loi de Paul Molac, c'était d'aller clarifier un certain nombre de choses, d'autoriser des fois des choses qui se faisaient, mais au moins on a un cadre, on va dire, positif autour de ces sujets-là. Donc c'était, par rapport à votre question, sur la loi Paul Molac, il y a quand même eu des très bonnes choses. Par exemple, la signalétique bilingue, qui était un des éléments que la loi a passé et qui n'ont pas été censurés. Voilà, là, c'est des choses positives. Et comme vous le disiez, il y a eu 2 articles de la loi qui ont été censurés. Un premier sur les signes diacritiques. Donc, voilà, typiquement... le fameux tilde sur le N de Fanch, entre autres. C'est ça, tout à fait. Et donc, on va dire, c'est symbolique peut-être, mais c'est quand même très révélateur d'un état d'esprit, en quoi un prénom ou une lettre menacerait soit la République ou la transmission de langue française ou que sais-je. Enfin voilà, donc on est sur ce niveau-là un peu de... C'est pour ça qu'on voit qu'on est vraiment dans de l'idéologie. Et après, la deuxième partie, c'était un article sur l'enseignement par immersion. Ça ne concernait pas Diwan au départ. C'était l'enseignement par immersion dans les filières publiques, parce que ça se pratique pas en Bretagne, mais ça se pratique ailleurs en France, au Pays Basque ou autre, où on va avoir des classes immersives dans l'enseignement public. Et donc l'idée, c'était de passer du cadre un peu expérimental à quelque chose, on va dire, qui est autorisé et qu'on peut développer. Or, donc il y a eu une saisine sur le Conseil constitutionnel a été saisi, non pas sur cet article, mais sur un autre, et il s'est auto-saisi de ce sujet-là. Et en fait, dans sa conclusion, il a conclu que l'enseignement par immersion était contraire à la Constitution dans l'enseignement public, mais également dans tout ce qui se rattache, on va dire, au service public de l'éducation. Et donc, Diwan étant un réseau d'associations qui sont en contrat avec l'État, c'est-à-dire que l'État met à disposition les enseignants, et donc, on fait partie intégrante de ce service public de l'éducation, par extension. Et donc, la décision du Conseil constitutionnel s'applique par ricochet à nous et à des conséquences ou pourrait avoir des conséquences. Alors justement, qu'est-ce qui fait peur? J'ai déjà posé la question, j'avais posé à Paul Molac d'ailleurs, j'ai envie d'avoir votre éclairage là-dessus. Qu'est-ce qui fait peur dans la langue bretonne? C'est probablement des peurs assez irrationnelles ou assez irréelles. C'est-à-dire que on a probablement une réalité, on va dire peut-être un peu intellectuelle, conceptuelle de la chose à Paris ou au niveau du gouvernement ou des administrations centrales, qui est très différente de la réalité que l'on vit nous sur le terrain au quotidien, dans nos écoles, dans la vie culturelle, dans la vie sociale. Donc on a des peurs irrationnelles, probablement. Enfin,
ça rejoint malheureusement, j'allais dire, un peu des questions que l'on entend beaucoup dans l'actualité autour de l'identité. Ça fait peur le mot identité, C'est finalement. ça, et je pense que on fait beaucoup d'amalgames, enfin on se pose beaucoup de questions autour de ce sujet-là, et donc on met un peu tout dans le même panier, dans le même sac, et puis on a peur un peu peut-être des fois de l'autre ou de la différence. C'est malheureux, mais c'est peut-être ça, oui. D'autant que Yves-Marie Salin-Debré, on le remarque, les Français, enfin les francophones, j'en fais partie, ou encore les Galaisans, ceux qui parlent l'autre langue de Bretagne, le gallo, ne s'opposent pas aux Bretons. Il y a plutôt une très belle cohabitation. Oui, mais c'est vrai que par rapport à l'origine, je vous parlais de la création des écoles Diwan en 77, la société a évolué depuis. Je pense qu'en 1977, l'accueil qui a été fait à ces, on va dire, ces pionniers, ces aventuriers qui ont osé, je pense que l'accueil ou le regard porté sur eux ou sur leurs projets n'est pas du tout le même aujourd'hui. Même moi, donc moi j'ai été scolarisé dans les écoles Diwan. Je pense que quand j'ai été scolarisé, donc il y a une trentaine d'années maintenant, le regard peut-être de la société sur peut-être le choix de mes parents était probablement très différent d'aujourd'hui, du regard de la société dans son ensemble sur la question. Et je pense qu'aujourd'hui on a quand même un regard beaucoup plus bienveillant, voire enthousiaste. La société trouve ça très bien, je pense, dans son ensemble, et donc la société a évolué positivement. On est passé d'un sentiment un peu peut-être de la honte, faut pas oublier quand même, si la transmission de la langue bretonne ne s'est pas faite, c'est aussi parce qu'il y a eu une politique pour empêcher cette transmission, enfin le symbole, etc. Et donc avec quand même un poids sur les épaules de tous ces locuteurs natifs. Et je pense que grâce au développement de Diwan et des autres formes de transmission, quelque part on a démontré à ces personnes-là que qu'on leur avait menti. Et donc moi je vois, j'ai encore la chance d'avoir dans ma famille des locuteurs natifs, et je sens, enfin quand j'échange avec eux, on sent dans leur regard on sent une émotion de leur part, et on sent, on va dire, que la honte a changé de camp, ou qu'en tout cas ils ont retrouvé une certaine fierté, alors qu'ils auraient été les premiers probablement avant à trouver que c'était une mauvaise idée. Voilà, avoir une réserve finalement sur leur propre langue, ce qui est terrible. On le voit aussi aujourd'hui, la diversité est présente dans Diwan. Il y a beaucoup la Bretagne est une terre d'accueil, donc on accueille beaucoup de gens qui viennent d'horizons divers, de pays divers parfois. C'est pas rare de voir des gens, par exemple, qui sont originaires du continent africain et dont les enfants sont scolarisés à Diwan et qui parlent breton. Est-ce que ça aussi, la diversité, finalement, c'est un espoir pour la langue bretonne? En fait, ce que l'on constate, c'est que quand on vient d'ailleurs, on est beaucoup plus sensible à la réalité, enfin, on est beaucoup plus curieux de là où on arrive. On s'intéresse beaucoup plus au territoire sur lequel on est, et on est enthousiaste quand on voit tout ce qui s'y passe, où on a une vraie volonté quelque part de s'imprégner de tout ça. Et donc c'est vrai que dans les parents d'élèves et dans les enfants qui viennent dans nos établissements, et ben effectivement on a des gens, on va dire, qui sont bretons depuis de longues générations, et puis des gens qui viennent de différentes régions en France, des gens qui viennent de l'étranger, de tout plein de pays, et puis et en fait on vient après, l'idée c'est on va dire le fil conducteur un peu, c'est la question de la transmission de la langue bretonne, d'une certaine identité, enfin c'est nos racines, c'est aussi comprendre le pays dans lequel on vit, quand on regarde toute la toponymie ou même un certain nombre d'éléments dans l'histoire, enfin la langue bretonne c'est imprégné dans ce territoire, et puis chaque langue est aussi une vision différente du monde, avec des spécificités pour dire les choses, pour décrire certaines choses. Et donc à chaque fois qu'une langue meurt, c'est un pan de l'humanité qui meurt, et c'est aussi une vision du monde qui meurt. Et donc l'intérêt de parler plusieurs langues et de connaître plusieurs cultures, c'est aussi ça, c'est d'être riche de cette diversité. Voilà, cette diversité importante, on nivelle beaucoup les sociétés aujourd'hui, mais voilà, les langues font partie de cette diversité. La langue bretonne, ce qui nous préoccupe ce matin. Il y a quand même des espoirs, parce que la langue bretonne, bon, même si ça coince un petit peu au niveau de l'État, au niveau de la région, ça se passe plutôt bien, puisque la région a une politique volontariste d'accompagnement de la langue bretonne, des langues de Bretagne. D'ailleurs, on met le gallo dans le lot. Est-ce que la région fait assez, ou est-ce qu'on peut donner encore un petit coup de pouce?
Je répondrai je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que effectivement, on a à nos côtés, pour ce qui est du réseau Diwan, on a à nos côtés effectivement une présence forte de la région Bretagne, un accompagnement, on va dire politique, financier également. Pareil pour d'autres collectivités. Enfin, le département du Finistère aussi a quand même une démarche très volontariste. On sent que dans d'autres départements, il y a aussi une certaine dynamique. Ça bouge. Enfin, il y a des choses intéressantes. Il y a des départements qui sont un peu plus à la traîne, je pense à la Loire-Atlantique ou en Ille-et-Vilaine, mais voilà, c'est pareil, c'est des choses, on sent quand même, suite aux dernières élections, que dans les mandats qui sont définis ou dans les rôles, on voit qu'il y a cette thématique, soit de la langue ou de la culture ou des enjeux bretons, enfin voilà, c'est des thématiques qui apparaissent de manière un peu plus clairement, donc qui sont, vous parliez d'espoir, ça peut être une source d'espoir. Après, est-ce que les uns et les autres font assez ? Probablement qu'on peut faire plus, pas forcément toujours plus financièrement. Des fois, oui, je disais un peu plus largement. Hein. Plus, ça peut être autre chose. Ça peut être mieux. Politique, et ça peut être mieux. Voilà. Ça peut être mieux. Ça peut être plus. Ça peut être mieux. Donc probablement qu'il y a des choses à travailler. Et puis on a, on va dire, les compétences propres de chacune des collectivités ou au-delà de l'enseignement et des écoles Diwan, chacun peut mettre en œuvre une politique linguistique de développement autour de la langue bretonne. Et puis après, on a aussi un côté plus politique. C'est chacune des collectivités aussi peut avoir un rôle dans les échanges avec soit le rectorat, soit avec l'éducation nationale. Je pense par exemple à la convention entre l'État et la région autour de la question des langues. On en a beaucoup parlé lors de la campagne des élections régionales. Tout à fait, parce qu'elle n'a pas abouti dans le cadre, on va dire, initial, qui était, ça devait aboutir pour fin 2020, début 2021, ça n'a pas abouti. Après, il y a eu la période, on va dire, de campagne électorale qui a un peu mis en parenthèse ce sujet. Mais aujourd'hui, on va dire, les uns les autres sont élus. Il convient de remettre le dossier sur le haut de la pile et d'avancer sur ce dossier-là. Et l'idée, c'est pas de faire un texte, on va dire, avec des grands principes que tout le monde pourrait signer sans réserve. L'idée, c'est d'avancer sur des choses concrètes. On a besoin aujourd'hui d'actions concrètes, que ce soit pour les écoles Diwan. Par exemple, je vous disais que nos écoles sont en contrat d'association avec l'État. Donc, c'est un contrat que l'on signe au bout de 5 ans d'existence d'un nouvel établissement. On avait une convention de contractualisation précoce qui permettait de faire rentrer les écoles en contrat d'association avec l'État au bout de 18 mois, par exemple. Donc, cette convention est caduque. Donc, on est de retour au délai des 5 ans. On pourrait revenir à minima au délai des 18 mois. Donc, ça peut être un élément fondamental à mettre dans la convention entre l'État et la région. Mais on pourrait même imaginer être mieux disant. Aujourd'hui, on connaît le réseau Diwan qui existe, qui est reconnu, c'est un partenaire du rectorat. Pourquoi ne pas imaginer que les écoles qui s'inscrivent dans le cadre du réseau Diwan soient avec une contractualisation immédiate ? C'est pas la même chose que d'avoir une école, on va dire, qui sort de terre pourquoi dans un coin, ou peut-être qu'il faut effectivement attendre un certain temps. Avoir un recul. C'est ça. Là, on est dans un réseau bien inscrit, bien installé. Ce serait pas illégitime et illogique que les écoles, on va dire, nouvel établissement, contractualisation comme le reste des établissements. Alors, Diwan se développe. Lundi était inauguré à Vannes par le président de la région, Loïc Chenet-Girard, un deuxième lycée Diwan. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau lycée ? Dites-moi. En fait, la réalité de Diwan, comme je l'ai vu que c'est né, on va dire, de quelques familles en 1977. Aujourd'hui, on a fait de la route. On a une 50aine d'écoles, 6 collèges et on avait un lycée. Et donc, en fait, avec cette politique de développement, forcément, plus on a d'écoles, plus on a de collèges et plus on aura besoin d'avoir de lycées. Voilà, parce qu'il faut poursuivre l'enseignement au-delà des petites écoles, en fait. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'est, pour former un locuteur, il faut au moins aller jusqu'à la classe de 3e. Mais pour que, l'idéal, pour avoir un niveau suffisant en pratique de la langue bretonne, il faut aller le plus loin possible. Et donc, au moins jusqu'au baccalauréat dans le cadre de Diwan. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est... donc, on a eu, par exemple, l'ouverture d'un collège en Loire-Atlantique il y a maintenant quelques années. Et donc, c'est pareil, ça apporte des nouveaux des collégiens, mais qui ont vocation un jour à être lycéens. Et c'est vrai que quand on est en Loire-Atlantique, c'est à Saint-Herblain, près de Nantes, aller au lycée Diwan de Carhaix, ça fait quand même de la route. Pareil, on a des collégiens... donc, on n'a pas encore de collège en Ille-et-Vilaine, mais on a un certain nombre d'élèves qui sont dans les écoles primaires
qui vont après sur le collège soit de Loire-Atlantique ou celui de Vannes. Et donc voilà, on a un certain nombre de collégiens qui aspirent à poursuivre leur scolarité en langue bretonne et dans le réseau Diwan. Et donc il y avait un besoin, on devenait aussi à l'étroit sur l'établissement de Carhaix, donc il y avait un besoin de créer un deuxième établissement. Et donc une opportunité s'est présentée effectivement sur la ville de Vannes. Enfin, et puis on a regardé nous aussi en termes un peu géographiques, en fonction des provenances, quel était le plus pertinent. Le but, c'est pas non plus de mettre un lycée au hasard. Il faut que ça ait une pertinence par rapport au réseau et à la présence des uns et des autres. Et donc il s'est avéré effectivement qu'on pouvait développer le collège de Vannes en y adjoignant une partie lycée. Et c'est vrai que la région a été présente à nos côtés en rachetant et rénovant l'ancien collège public de Montaigne qui avait fermé il y a quelques années, et pour y transférer le collège et le lycée, et le nouveau lycée donc. Et donc c'est ça qu'on a inauguré effectivement lundi cette semaine. Ouais. Alors vous parliez de la Loire-Atlantique, parce qu'on parle breton en Loire-Atlantique aussi. On parle aussi de rattachement. Alors là, on va aller un petit peu sur le terrain, allez, permettez-moi politique. On parle aussi de retour de la Loire-Atlantique en Bretagne. Alors ça se fait pas sans vagues et sans complications. Il nous appartient pas ce matin forcément de développer tout cela, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une cohérence à avoir le retour de Nantes en Bretagne, ne serait-ce aussi que pour la langue? Sur la partie, un principe de Diwan, c'est en termes de développement, c'est aussi de répondre à une demande sociale. Et donc, s'il y a des écoles Diwan en Loire-Atlantique, c'est parce qu'il y avait une demande sociale dans ce territoire-là et qu'il y a une volonté de parents qui avaient envie de transmettre la langue bretonne, soit des gens qui viennent peut-être d'ailleurs en Bretagne, mais aussi évidemment des gens, des locaux, des Nantais, des gens de Loire-Atlantique. Et par rapport à la question de la réunification de la Bretagne, le réseau Diwan a toujours été clair sur le sujet. Et évidemment, nous sommes favorables à ça. Alors, et en plus, les faits sont têtus. C'est éminemment plus compliqué de développer l'enseignement de la langue bretonne en Loire-Atlantique qu'en région administrative Bretagne, que ce soit pour Diwan ou pour l'enseignement public bilingue ou privé catholique. Et donc, clairement, on voit là un effet du fait d'être dans deux régions différentes, et on peut s'interroger sur les motifs aussi qui font que ce soit plus compliqué en Loire-Atlantique. Il y a une résistance de la région administrative? Je ne suis pas certain que ce soit forcément la région administrative qui agisse sur ces questions-là. Nous, c'est plus dans nos relations avec le rectorat, mais un exemple très concret. L'école Diwan de Saint-Herblain a ouvert il y a plus de 5 ans. Comme je vous l'évoquais tout à l'heure, elle devrait donc être contractualisée avec l'État. Ça n'est pas le cas. Elle n'a même pas pu non plus bénéficier de la contractualisation précoce, malgré les signatures, on va dire, dans la convention de contractualisation précoce, entre le rectorat de Nantes était bien présent, étant un des signataires. Enfin, c'est quelque chose qui n'arrive jamais en région administrative ou sur le rectorat de Rennes. Voilà, des exemples très concrets de la complication. Dans la prise en compte de nos effectifs pour l'attribution des postes, on sous-estime toujours la réalité des faits, par exemple sur l'école de Nantes. Et donc c'est Diwan qui doit mettre à disposition des enseignants supplémentaires pour avoir un nombre d'enfants par classe qui est raisonnable. L'idée, c'est pas d'avoir des petits effectifs. L'idée, c'est d'avoir des choses aussi qui soient normales. Et donc, après, le rectorat prend en compte, on va dire, la présence de nos enseignants, des enseignants qui sont mis à disposition par le réseau et financés par le réseau, dans le calcul des effectifs. Non, c'est pas ça la règle. Vous voyez ? Donc, dans le côté une forme de distorsion finalement. Tout à fait. Les règles qui sont appliquées en Loire-Atlantique ne sont pas du tout les mêmes qu'on peut les appliquer en région Bretagne, ou sur le rectorat de Rennes. Ouais. Alors, il nous reste 3 minutes. Je regarde notre réalisateur. C'est court, 3 minutes. Mais pour évoquer aussi les enseignants, c'est combien d'enseignants aujourd'hui des Diwan ? C'est 50 établissements. Donc, si on prend, il y a les enseignants et puis il ne faut pas oublier le personnel, non enseignant. Aujourd'hui, ça fait à peu près 500 salariés, 500 personnes, entre le personnel non enseignant, le personnel administratif, les surveillants, parce que beaucoup de nos établissements secondaires ont vocation aussi à avoir un internat, parce que c'est sur un territoire, donc il faut que les élèves puissent rester dormir, et même en termes pédagogiques, ça a un intérêt dans le principe de l'immersion, et puis même pour le développement de l'autonomie des enfants, ça a un intérêt d'avoir un principe d'internat. Donc voilà, ça représente du monde aujourd'hui en Bretagne. Le réseau associatif Diwan, c'est à peu près un budget de 5 millions d'euros.
sans la partie enseignant qui est prise en charge par l'État. Hein. Donc c'est quand même aujourd'hui non négligeable. Et c'est vrai que hier et aujourd'hui, on a une mobilisation en Bretagne. Alors j'allais y venir justement, mais allez-y, je vous en prie. Qui a été lancée non pas par le réseau Diwan, mais plus par des professionnels, des syndicats, autour d'un slogan un peu simple qui est de dire la langue bretonne, c'est des emplois. Aujourd'hui en Bretagne, la langue bretonne, dans sa diversité, dans des postes qui peuvent exister, c'est aujourd'hui 1700 emplois en Bretagne, donc beaucoup effectivement d'enseignants, mais ça peut être tout ce qui est ASEM, ça peut être aussi dans le milieu des médias, on a des radios, des journaux, des magazines en langue bretonne. Alors, on salue d'ailleurs nos confrères des radios bretonnantes qui font un travail assez extraordinaire. Alors nous, on parle un petit peu breton sur Bretagne 5, mais voilà, il va falloir faire un petit clin d'œil confraternel. Et c'est vrai que voilà, donc c'est une réalité aujourd'hui, et donc par rapport à la question qui se posait autour de la question de constitutionnalité, et ça pose des questions, on va dire, sur le fonctionnement de Diwan, ça pose des questions, on va dire, effectivement, pour la transmission de la langue bretonne et on va dire pour les enfants, mais il ne faut pas oublier aussi tous les professionnels, ça crée aussi de l'inquiétude et ça pose des questions, on va dire, sur peut-être sur leur devenir, sur leur emploi, et donc la mobilisation, nous on appuie leur mobilisation et on invite, donc il y a un rassemblement aujourd'hui à 16h devant le château de Quérampuis, la Carhaix, autour de la thématique justement de l'emploi en langue bretonne et donc dans l'enseignement, mais pas que, avec je crois une délégation qui sera reçue par monsieur Christian Troidec, qui est donc maire de Carhaix, mais également vice-président en charge de la politique linguistique au niveau du conseil régional. Alors, en un mot, Yves-Marie Salin-Debré, parce qu'il nous reste 1 minute, en un mot, on va avoir des élections prochainement, élections présidentielles et suivies des législatives. Est-ce que des réseaux comme Diwan peuvent avoir un message politique, elles peuvent peser aussi auprès des élus pour essayer de faire passer les idées? Ça a toujours été compliqué à cette échelle-là d'avoir des évolutions. On pourrait revenir pendant longtemps sur le serpent de mer qui était la signature ou la ratification de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires. Donc ça doit être un sujet. Il faut que les associations, que ce soit en Bretagne ou ailleurs dans l'Hexagone, portent ce sujet-là. Notamment maintenant autour de la question de la Constitution. On a quand même un nœud dur qui est ce point-là. Donc de porter au moins la question de la nécessité de revoir la Constitution. Alors est-ce que c'est l'article 2 qu'il faut changer? Est-ce que c'est autre chose? Ça c'est un débat, on va dire, qu'il faut avoir. Et c'est un débat un peu de spécialistes. Mais oui, il y a un sujet à porter là-dessus. Et donc il sera nécessaire de le porter au moment de l'élection présidentielle et législative. Mais ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga du dossier. Il faut qu'on ait une action, on va dire, en Bretagne, et les collectivités territoriales, les associations, et puis on va dire les personnes en Bretagne, les militants peuvent aussi faire avancer les choses concrètement et aussi un peu des fois dans un rapport de force ou dans les échanges qui peut y avoir lieu avec l'État. Voilà, alors même si on ne parle pas breton, si on est francophone, on peut aussi bien entendu soutenir Diwan, je le dis pour les auditeurs. On va devoir se quitter. Yves-Marie Salin-Debré, je rappelle que vous êtes responsable de la vie associative à Diwan, et il y avait encore beaucoup de choses à dire. Vous reviendrez, c'est promis, dans la matinale de Bretagne 5. Merci en tout cas d'être venu jusqu'à nous pour nous parler de Diwan et nous parler du breton. Alors moi je vous dirais juste Trugaré, c'est à peu près ma limite en breton. Merci Bras Deor, à Trugarez da Radio Breis Pem d'avez appelé da Hanom Armintinman. Eh bien merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée. Merci Bras Kenavo. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.